La loi de février 2005, pour l'égalité des droits et des chances et l'accès à la citoyenneté des personnes handicapées, réaffirme le principe de non-discrimination dans l'accès à l'emploi ainsi que dans le cadre du travail. Mais pour les personnes sourdes, qu'en est-il? Je vais à la rencontre de sourds qui peinent à faire valoir leurs compétences et d'autres qui réussissent. Mais sur quels critères? Comment les employeurs et les médecins du travail imaginent la communication et le travail avec les sourds? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, oui, merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Aujourd'hui, je suis sur le stand de l'ADAPT, qui s'occupe de l'intégration des personnes handicapées. Mon travail consiste à recueillir leur CV, leur parler du handicapé, distribuer les petits fascicules qui sont là. Mais bon, ils sont aussi en libre accès. Je m'occupe également de parrainage. Je vois que sur le forum, il y a beaucoup de personnes sourdes qui cherchent du travail. Et est-ce qu'avec ton expérience à l'ADAPT, tu peux me dire quels sont les obstacles les plus courants dans l'accès au travail des sourds? En fait, beaucoup de sourds sont au chômage. Ils ont beau chercher, ils ne trouvent pas de travail parce que certaines entreprises ne les acceptent pas. Leurs CV sont rejetés. Mais pourquoi ils ne les acceptent pas? Les gens ont cette image du handicap. Ils s'imaginent que les sourds ne peuvent pas travailler à cause de problèmes de communication, ou de risques d'un point de vue technique, ou de problèmes de sécurité. C'est à cause de tout ça que ce n'est pas possible. Je te remercie pour toutes ces explications. Merci. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Le Cap Emploi de Paris est l'équivalent pour les personnes handicapées du Pôle emploi. Je vais y rencontrer la personne chargée de sensibiliser les employeurs et les entreprises et qui accompagne et conseille les personnes en recherche d'emploi. Quand le Cap Emploi fait de la sensibilisation auprès des employeurs, on ne va pas seulement juste décliner la loi sur des choses très réglementaires. C'est-à-dire qu'on essaye aussi de sensibiliser l'entreprise pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une volonté politique au plus haut niveau de l'entreprise, mais qu'il y ait aussi derrière des managers qui puissent jouer le jeu. Ça, c'est très important. Il y a deux cas de figure. Soit l'entreprise est de plus en plus sensibilisée et va avoir envie de mettre en place des politiques spécifiques pour le recrutement, le maintien de travailleurs handicapés, soit on va gérer ça comme une contrainte. Certaines structures vont essayer d'adapter aussi les métiers. Pour être policier, on peut être policier, mais on peut avoir tendance à mettre les gens effectivement plutôt sur des postes administratifs que sur des postes de terrain. Et il est possible d'ailleurs que les personnes soient bloquées en amont par la médecine du travail, etc., sur certaines spécificités de poste. Bonjour. Est-ce que vous avez constaté que la loi de février 2005 avait fait évoluer l'accessibilité à l'emploi des personnes sourdes? Une des évolutions que la loi 2005 a apportées, ça a été déjà d'augmenter les contributions financières que les entreprises versent
à l'association de gestion des fonds pour l'insertion des personnes handicapées, donc AGFIP pour le secteur privé. Donc ces contributions ont augmenté pour ceux qui ne remplissent pas leur quota de recrutement de personnes handicapées. Mais la loi 2005 a aussi créé un fonds équivalent pour le secteur public, qui est donc le FIP, FIPHFP, donc le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans le secteur public. Alors justement, pour parler de la GFIP et du FIP, j'ai lu un rapport de la DARES, une étude de 2011, qui dit quand même que 65% des personnes concernées par la GFIP n'ont pas encore reçu d'aide financière pour tout ce qui est aménagement de poste ou autre. Mais qui dit aussi que 31% d'entre elles ne connaissent même pas l'existence de ces structures. Pour ce qui est du FIP, donc du côté de la fonction publique, on relève le même problème, mais là c'est 77% des personnes qui n'ont rien touché, dont 22% qui ne sont pas au courant. Ça veut dire qu'il y a un vrai manque d'informations. Effectivement, ces chiffres de la DARES de 2011 portent sur la population handicapée de manière générale, mais c'est quand même quelque chose qu'on a retrouvé dans notre étude de terrain sur les personnes sourdes, et on pense que ce manque d'informations sur les financements AGFIP-FIP et plus encore la difficulté à obtenir ces ressources quand ils ont connaissance de ces structures est lié à un manque d'organisation des services internes aux entreprises, c'est-à-dire que les entreprises ont créé des missions insertion handicap, ce qu'on appelle MIH, pour répondre à la loi 2005 et recruter des travailleurs handicapés. Ils ont des budgets, ils connaissent ces structures AGFIP, FIP, etc. Mais au niveau de l'équipe, manager avec salariés sourds, etc., ils n'ont pas ces connaissances et puis surtout, ils n'ont pas le chemin pour solliciter le référent handicap, utiliser les budgets, etc. On voit bien que la sensibilisation est fondamentale en face des préjugés des employeurs. Après de nombreuses déconvenues, Alice éprouve aujourd'hui le besoin d'être aidée dans son insertion professionnelle. Nous allons la retrouver à l'Urapeda, une structure qui accompagne les personnes sourdes dans leur démarche. On se voit aujourd'hui pour faire suite à la demande de financement pour votre formation en langue des signes, pour les 12 niveaux, à la suite donc, du dépôt de dossier à la MDPH, c'est ça? J'ai eu la réponse de la MDPH. D'accord. Donc c'est bon. Donc ça c'est pour le dossier du fonds de compensation. Je vous avais envoyé la liste des papiers à m'apporter. Normalement j'ai tout. Regardez. Okay. Raconte-moi ton parcours professionnel et les blocages que tu as pu rencontrer. Chaotique mon parcours. J'ai d'abord fait un baccalauréat général, ES, une scolarité normale. Ensuite, pendant ma grossesse de ma première fille, j'ai passé un CAP petite enfance. Parce que j'avais fait des gardes d'enfants avant, ça m'intéressait comme domaine. Donc, du coup, j'ai voulu avoir un diplôme dedans pour pouvoir le faire valoir dans des centres ou même pour les familles, pour montrer que j'avais les compétences. Et c'est là que c'était compliqué parce que au niveau des établissements, des personnes que j'ai rencontrées, on m'a fait comprendre que le fait que je n'entende pas posait des problèmes avec les enfants. Un enfant qui va se mettre à pleurer parce qu'il s'est fait mal ou quoi, je ne serais pas aussi réceptif qu'une personne qui entend, donc qui part de ce principe-là. Donc résultat, après ton CAP, tu t'es retrouvé dans l'impasse. Et qu'est-ce que tu as fait? Après mon CAP, petite enfance, j'ai déprimé. Et j'ai eu la chance de pouvoir reprendre mes études. Donc, je me suis relancée là-dedans, dans la psychologie, pour
pour me permettre de comprendre peut-être les réactions des gens et aussi pour pouvoir aider et peut-être faire changer les mentalités. Mais finalement, l'histoire s'est répétée encore une fois parce qu'on m'a expliqué que comment tu veux devenir psychologue si tu n'entends pas ce que disent les patients. Ah oui. Donc du coup, je me suis encore retrouvée coincée. J'ai continué encore mes études parce que ça me plaît, parce que je veux le faire. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision en plus de faire la langue des signes. Mais dis-moi, tu apprends la langue des signes, mais c'est par contrainte? J'étais vraiment pas chaude au début pour apprendre la langue des signes. Ça me tentait pas du tout. J'avais pas envie. Je voulais pas parce que finalement apprendre la langue des signes, ça voulait dire que je basculais dans un autre monde, que j'étais plus du tout apte à survivre dans le monde entendant. Est-ce que tu as le sentiment de te battre pour obtenir un emploi ou plutôt pour toi-même? En fait, tout le monde te dit que tu es incapable d'y arriver. C'est simplement montrer que être handicapé, on peut avoir des compétences, on peut avoir des diplômes, que ça soit qu'on soit en chaise roulante, qu'on soit sourd, qu'on soit aveugle, on peut avoir les mêmes compétences, et même plus qu'une personne qui entend. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est des merdes. Hein? L'école, ça te bien? Tu veux du chocolat? Oui. Tu veux du lait, ma cocotte? Tu veux du lait, Kira? J'aimerais avoir votre opinion. Le regard que les employeurs, la médecine du travail, le monde de l'emploi en général portent sur les personnes sourdes, avez-vous senti qu'il s'était amélioré? Alors, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y a des jeunes diplômés très motivés qui se projettent dans un métier comme par exemple auxiliaire de périculture et puis qu'une fois recrutés ou à l'entretien d'embauche ou une fois recrutés se rendent compte qu'en fait on ne reconnaît pas du tout ses compétences, qu'on peut même leur inventer des lois qui existent déjà, comme par exemple un médecin du travail qui, croyant bien faire, croyant protéger la sécurité des enfants, a pu inventer une loi qui existait déjà, spécialement pour une personne sourde, en lui interdisant d'être seule avec des enfants. Alors que dans le domaine de la petite enfance, des crèches en particulier, aucun adulte n'a le droit d'être seul avec des enfants. C'est là que la plupart du temps, on va dire à ces professionnels sourds, oui, vous pouvez faire ce métier, mais avec des sourds. Donc, par exemple, éducateur scolaire, même auxiliaire de péricultrice, on peut aussi dire c'est pour être avec les sourds. Et de la même manière, dans l'enseignement, alors là c'est flagrant, dans l'enseignement, on n'imagine même pas qu'un sourd puisse enseigner quoi que ce soit à des non-sourds. Donc il reste quand même de manière implicite des interdits. Bonjour docteur. Ça va? Dites-moi, quel est le rôle du médecin du travail précisément? Le médecin du travail est un médecin qui est là pour évaluer les capacités, les possibilités des salariés face à un poste, face aux contraintes du poste, face aux éléments de pénibilité du poste, face aux exigences du poste. Et est-ce que le médecin du travail est au clair avec les différents handicaps des salariés qu'il rencontre? Est-ce qu'il les connaît? Et il est vrai que côté handicap, on a très peu de formation dans le cursus initial. C'est à nous, par la suite, d'enrichir notre connaissance, nos connaissances en handicap ou en d'autres spécialisations qui pourraient nous intéresser, qui pourraient intervenir aussi dans notre quotidien de médecin du travail.
Bonjour, ça va? C'est haut, hein? Toi, ça fait 5 ans que tu travailles. Est-ce que ça a été facile, ta relation avec les clients? Ton patron, l'entreprise? Comment tout ça s'est passé? J'ai passé mon permis petit porteur et un an et demi après, comme je voulais absolument travailler sur des semi-remorques, j'ai envoyé des candidatures partout. J'ai fini par trouver, mais c'est difficile de savoir quelle entreprise ferait confiance à un sourd. Alors j'ai persévéré dans mes recherches jusqu'à ce qu'il y en ait une qui accepte de communiquer avec moi par SMS. Et là, génial. Voilà, j'ai été embauché et le premier jour, on m'a envoyé à Dijon, sans rien m'expliquer. Ils m'ont juste donné ma feuille de route avec le nom des clients, l'adresse, le numéro du camion, sa plaque, son emplacement et c'est tout. Je me suis débrouillé tout seul et je suis parti. Et voilà, ça s'est bien passé. Et depuis, ça roule. Tu as obtenu ton permis? Et ensuite, ça a été facile ou pas pour toi? Explique-moi. Je suis allé voir un médecin. J'ai fait des tests, un audiogramme, tout ça, et c'était non. J'en ai vu d'autres, c'était toujours non. Et puis j'ai appris qu'un sourd, enfin un malentendant, avait réussi à trouver un médecin qui avait accepté. Donc je suis allé le voir, et avec lui, ça a marché. Alors que les autres n'avaient pas voulu. Pourtant, la règle est la même pour tous. En France, il y a à peu près, on va dire, une dizaine de conducteurs de poids lourds sourds. Ils sont surtout dans l'Est. Il y en a pas mal. Il y en a 5, rien que dans l'Est. Et les autres sont dispersés. Au Havre, il y en a un, mais il n'a pas eu de chance. Il a eu son permis et 5 ans après, au moment du renouvellement, on lui a refusé. Alors que moi, justement, je viens de le passer. J'ai vu le médecin et c'est bon. Ce sourd qui habite Le Havre s'appelle Mathieu. Je vais essayer de comprendre pourquoi lui est dans l'impasse. Comment s'est-il retrouvé dans cette situation? Je vais le rencontrer. C'est ici que j'ai travaillé un peu moins de 5 ans, dans cette entreprise. Le patron est sympa, cool, ouvert. Il était prêt à accueillir des personnes sourdes et j'ai reçu un bon accueil des clients aussi. C'est vraiment sympa. Bien, oui. Comment vas-tu? Oui, très bien. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu deviens? Rien pour le moment. Rien pour l'instant. Chante pas. Allez, tu travailles? Ah oui. T'as fait du bien, effectivement. T'as fait du bien. Ah, d'accord. Je me rappelle, avec la commande, t'as fait du bien quand même. Tu vas bien? Oui, très bien. Alors, quoi de neuf sur ton dossier? Bah, pour l'instant, rien. Toujours des problèmes avec la préfecture. Il a refusé le renouvellement de permis poids lourd à cause de ma quantité. Tu faisais quelle tournée? C'était la tournée de Deauville. Pour Fleur Deauville. Une des tournées les plus compliquées quand même. Ouais. Hein? Voilà. Ça se passait bien avec tes clients quand même. Hein? C'est très difficile de me battre pour récupérer mes permis. J'ai toujours envie de travailler comme te faire. Il n'y a eu aucun accident particulier, il n'y a eu aucun problème particulier, et du jour au lendemain, on lui enlève le permis. C'est surtout ça le problème, quoi. On a écrit la médecine du travail, on a tout fait. Apparemment, il ne s'est rien passé, tout le monde a fait les sourds, et tout le monde s'est retranché derrière son statut de docteur, et voilà, quoi. Et donc, nous, en face d'un docteur, on ne peut rien faire, quoi. Alors, tu peux m'expliquer la situation? Eh bien, j'ai des soucis avec mon permis. Je travaillais et au bout de 4 ans, j'ai été licencié. Pourquoi? Parce que j'ai eu un problème.
Le médecin m'a refusé le permis de conduire poids lourd. Donc tu as été licencié, et après, qu'est-ce que tu es devenu? J'ai dû me débrouiller tout seul. Pour faire les démarches, pour trouver une solution, c'était pesant. Moralement, j'étais déprimé. Je ne savais pas quoi faire. J'étais perdu. Je ne savais pas vers qui me tourner. C'est pour ça que j'ai pensé à aller voir un avocat, pour qu'il m'aide à me battre et à comprendre d'où venait le problème. Qu'il m'aide à savoir quoi faire après. On a discuté et l'avocat m'a dit que mon dossier n'était pas facile à cause des critères. Il faut les respecter. Je ne suis pas adapté. Mon audiogramme dit que je suis sourd sévère et ça, ce n'est pas adapté. Donc, incompatibilité. Et le jour où le médecin t'a annoncé cette incompatibilité, ta vie a été bouleversée. J'étais très en colère. Je ne comprenais pas pourquoi la première fois ça avait été accepté et 5 ans après, on me le refusait. J'ai toujours cherché à comprendre et je n'y suis jamais arrivé. C'est de la discrimination envers une personne sourde. Parce que je suis handicapé, je ne saurais pas conduire. C'est pas juste. La discrimination, dans les faits, comment se traduit-elle précisément envers une personne sourde? Ah, ça, c'est une bonne question parce que cette notion de discrimination, en fait, on y met un peu tout et n'importe quoi. Mais même dans la vie courante, c'est vrai qu'on utilise la notion de discrimination avec deux... pas sens différents, mais quand même deux cadres différents. Normalement, la notion de discrimination, elle renvoie vraiment à une approche juridique. Donc, c'est quand on refuse un service ou une activité à quelqu'un selon des critères bien définis. Donc, si par exemple, je refuse que vous participiez à une réunion parce que vous êtes sourd, ou je refuse l'accès à une formation parce que vous êtes sourd, ça, c'est vraiment une discrimination fondée sur le handicap. Ou j'ai les moyens, mais non, je ne veux pas adapter votre poste de travail. Ça aussi, c'est une discrimination fondée sur le handicap. Mais dans le langage courant, on emploie aussi la notion de discrimination quand on n'a pas accès à quelque chose auquel on penserait avoir droit, donc plus pour pointer des questions d'injustice. Et donc c'est vrai que pour les sourds au travail, tout est un peu mélangé. Officiellement, il n'y a pas de métier interdit aux personnes sourdes. Après, dans les faits, c'est plus compliqué. Moi, avant tout, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi la société prône l'intégration et l'encourage, ce qui est très bien, alors que sur le terrain, les témoignages que j'ai recueillis montrent tout le contraire. Et maintenant, la solution, moi, je pense, elle est politique. C'est-à-dire que finalement, ce sont des situations de discrimination, mais pas au sens juridique du terme, puisque c'est dans les prérogatives du médecin du travail que d'évaluer les risques, c'est son travail de prévention. Mais s'il n'a pas l'information en amont, eh ben, il va créer des problèmes. Il va créer des problèmes. Il va créer des situations de souffrance et ce qui est d'autant plus embêtant, c'est que ces salariés sourds n'ont pas accès à l'aide psychologique dont bénéficient d'autres personnes, ne connaissent pas bien la loi et en plus sur ce sujet, la loi est elle-même floue. Donc je pense que c'est vraiment une question plus politique sur la discrimination et repérer ces zones floues pour en débattre avec le gouvernement. Dans ma tête, j'ai une voix qui me dit que non, je ne suis pas handicapée, je suis une personne normale, autonome, j'ai une vie, je fais tout ce que je peux. Mais d'un côté, j'ai une étiquette. Il ne faut pas se laisser faire. Il faut essayer. Même si le médecin refuse, même si la médecine du travail refuse, il ne faut pas se laisser faire. Il faut se battre. Il faut aller jusqu'au bout, parce que les sourds et les entendants sont égaux. Et tous les handicapés, c'est pareil. Il ne faut pas avoir pitié des sourds. On est comme les entendants. C'est vrai, il ne faut pas parler de handicap, il ne faut pas dire ce mot-là. Ce qui est important, c'est le travail d'équipe, la richesse et l'expérience qu'on apporte. C'est ça qui est important. Il est 5 h du matin. Je laisse ma remorque ici et je viendrai la rechercher ce soir à 8 h pour rentrer sur Strasbourg. Maintenant, je vais chercher une place par là. Wow.